Merci du côté de la régie. Nous remercions la réalisation qui nous accompagne pendant ce temps d'entretien avec notre invité du soir. Notre invité de ce dimanche dans l'émission Éclairage s'appelle Serigne Mboup. Serigne Mboup, vous êtes le directeur général de la Société africaine de raffinage, la SAR. Vous êtes ingénieur de profession, vous êtes un pur produit du secteur privé sénégalais. Vous avez des responsabilités politiques puisque vous répondez sur ce plateau à votre qualité de maire de Pire, mais également responsable au niveau des cadres républicains. Donc, nous allons parler de tout cela, puisque nous sommes dans un contexte carrément politique à la veille de la campagne, et puis, entre autres actualités qui préoccupent les Sénégalais, qui vous préoccupent en tant qu'acteur politique, mais également technocrate, il faut le dire. C'est à ce titre que nous vous disons la bienvenue dans cette émission, M. Serigne Mboup. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'être ici et de pouvoir échanger avec vous sur ces questions importantes au moment où la campagne électorale pour l'élection du président de la République se dessine. Serigne Mboup, directeur général de la Société africaine de raffinage, nous vous recevons sur ce plateau à la veille de la campagne. La campagne, j'imagine, qui va vivre au rythme de certaines questions d'actualité, mais des préoccupations des Sénégalais. Et parmi ces préoccupations, il y a la question du pétrole, puisque le Sénégal a découvert du pétrole. Aujourd'hui, des contrats sont signés et il y a des actions, en tout cas au plan législatif, pour le cadre législatif, afin d'une bonne exploitation, d'une exploitation rationnelle de ces découvertes en énergie. J'imagine que ces débats vont rythmer la campagne vers laquelle on s'achemine, mais également il est important de voir le rôle de la Société africaine de raffinage dans ces découvertes en perspective, en tout cas par rapport à l'exploitation. Au niveau de la SAR, quelles sont les dispositions réelles que vous avez prises pour accompagner l'exploitation de cette manne pétrolière? D'abord, pour dire que, c'est vrai, vous l'avez dit, il y aura beaucoup de débats. Je souhaiterais que les débats stériles qu'on a connus ne soient pas ceux-là, parce qu'ils n'ont plus réellement leur raison d'être. La question du pétrole est très simple. Je pense que, pour résumer, parce qu'on va en parler pendant la campagne, il faut savoir que pour la première fois dans un pays comme le Sénégal, en Afrique en tout cas, et dans ce secteur précis, les contrats qui sont signés sont publiés. Au début, je comprenais qu'il y ait beaucoup de polémiques, mais si vous avez bien noté, depuis que les contrats sont publiés, il n'y a plus de débat sérieux. Il y a des polémiques politiciennes, mais il n'y a pas réellement de débat sérieux. Deuxième chose à noter, c'est la volonté des autorités de dessiner un cadre qui doit permettre au Sénégal justement de bénéficier plus que partout ailleurs en Afrique, puisque c'est vrai que le Sénégal arrive à un moment où les règles de gouvernance, ou les exigences démocratiques, ou les exigences même des populations, où la Constitution consacre depuis mars 2016 la propriété des ressources naturelles à elle. Il y a une vigilance plus forte, combinée évidemment à une vision politique claire et aussi à une volonté politique d'aller dans le sens de la transparence et de l'équité, de l'inclusion de toutes les parties. C'est ainsi que le code pétrolier a été révisé. Je pense que tout le monde est d'accord, société civile, tout le monde. Nous reviendrons sur le code pétrolier et puis les attentes véritablement. Voilà, maintenant, au niveau de la SAR, au niveau de la SAR, c'est dans la même vision, dans la même philosophie, que de dire les ressources appartiennent au pays, qu'elles doivent servir d'abord au pays. Il y a le contenu local, qui est une des dernières lois que vous avez, que vous avez suivi, et qui nous fait obligation d'ailleurs de faire un peu plus davantage d'ouverture aux sous-traitants, aux entreprises locales, au recrutement de personnel, à la formation et à tout ça. Il y a aussi que la SAR, sur une volonté politique du président, a pour la première fois de son histoire son capital possédé par l'État et ses fils, à hauteur de 85%. Aujourd'hui, l'État avait toujours des actions à un niveau très bas. Ça, pour quelqu'un qui ne se soucie pas des intérêts des populations, vous ne le faites pas. Donc le président a décidé que seulement 15%, dont d'ailleurs après 7% en Afrique, donc soit la représentation du capital de la SAR. Ça, c'est premièrement ramener la SAR dans le giron national. Deuxième chose, la SAR a été instruite par ses actionnaires et par le chef de l'État qui, dans sa vision, dit qu'on ne peut plus exporter des matières premières brutes, qu'il faut ajouter de la valeur localement. C'est ainsi qu'un important investissement 2018-2020 est en cours
pour augmenter les capacités de la raffinerie, mais pour adapter ces unités afin qu'à partir du moment où le Sénégal va produire son premier baril, la SAR cesse d'importer du brut du Nigeria. Voilà, et ça c'est au niveau du plan. J'imagine que c'est le plan de restructuration, entre autres questions que vous allez certainement en tout cas éclaircir. Mais d'aucuns pensent aujourd'hui que la SAR seule ne suffit pas. Il faudrait peut-être aller dans le sens de mettre en place une seconde raffinerie. Et quelle est l'opportunité par exemple d'une telle démarche, d'une telle initiative? Aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le marché national. La SAR a des capacités qui font à peu près 70-75% des besoins nationaux. Nous allons faire l'investissement d'extension de ces capacités, d'adaptation de ces unités pour couvrir le marché national. Après, toujours, volonté politique, ajouter de la valeur, ne pas exporter des ressources naturelles brutes. L'idée est agitée de créer une deuxième raffinerie qui, elle, aurait pour ambition non seulement de traiter le brut sénégalais en surplus des besoins de la SAR, parce que la SAR, c'est les besoins nationaux d'abord, mais qui puisse ajouter de la valeur sur le brut du Sénégal, sur les excédents de production, afin d'exporter des produits pétroliers plus que du brut. Donc, qui serait destiné au marché sous-régional, au marché international, et aussi, éventuellement, les bruts des pays voisins, puisque la recherche pétrolière continue dans des pays qui sont autour du Sénégal. On sait tous que dans l'offshore profond, il y a du potentiel réel dans notre bassin sous-régional, et on espère qu'il y en aura d'autres. Mais essentiellement, philosophie d'ajouter de la valeur sur nos ressources naturelles. Et donc, oui, on travaille sur cette idée. Il y a cette idée qui est ajoutée au sein du gouvernement et il est possible... Les moyens sont toujours là. Il faut aller les rechercher. Qu'est-ce qu'il faut ou bien Alors, quand vous avez un bon projet industriel de cette nature, et une raffinerie est naturellement un projet de ce genre, il n'y a aucun moyen, aucun doute et aucune difficulté pour justement trouver les financements. La plupart du temps, c'est le marché international, c'est les partenaires au développement, mais aussi c'est une contribution symbolique et significative parfois de nos banques locales. Oui, la SAR, la Société africaine de raffinage, c'est également la maîtrise, disons, des coûts de production, c'est le cadre carrément financier. Le cadre financier, parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait en tout cas de difficultés au niveau de la SAR par rapport à, disons, à une manne financière que l'État devrait à la SAR qui avoisinerait plus de 100 milliards de francs CFA. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce que ça a été agité vers la fin de l'année, au mois de novembre, décembre. Aujourd'hui, nous sommes dans le début du premier trimestre de l'année nouvelle, l'année 2019. Est-ce que vous avez dépassé ces situations-là liées en tout cas à la dette? Ces situations se dépassent mais se reconstituent vite. C'est une question d'un client et d'un fournisseur et de ses clients. Donc il y a toujours un encours qui se constitue, qui échoue, qu'on appure et qui se constitue au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les prix pétroliers ont explosé. Le baril a atteint des sommes importantes, 86 $ il y a quelques mois. Aujourd'hui, il est autour de 60, il est descendu, remonté. Et à ce moment-là, le gouvernement, dans sa vision et dans sa gestion de l'équilibre macroéconomique, dans sa volonté de maîtriser l'inflation, et dans sa volonté donc de soutenir indirectement la croissance en créant les conditions pour que celle-ci perdure et reste dans le tempo du PSE, a décidé de bloquer les prix destinés à la consommation. Il est arrivé que le litre de super ait pu coûter 800 et quelques francs. Le gouvernement a décidé, en pensant à tout le monde, à la PME, PMI, à la mobilité des gens, aux ménages, au pouvoir d'achat. Puisque quand vous donnez du pouvoir d'achat, de toute façon, vous créez des conditions de consommation et donc vous créez de la croissance. C'est ainsi que les prix ont été bloqués et c'est surtout ce gap de blocage des prix qui s'accumulait puisqu'elle n'était pas prévue dans les budgets. Évidemment, il y a toujours, les budgets étant prévisionnels, il y a toujours des marges, mais le dollar peut en 48 heures ou 24 heures atteindre des sommets qui ne sont pas ceux attendus. Et c'est la raison pour laquelle ce gap a pu se constituer. Il a même atteint 131 milliards pour ce qui concerne la SAR. Mais il est apuré progressivement et aujourd'hui... Parce que le président de la République, lors de son discours à la nation, avait pris des engagements. Est-ce que dans ce sens-là, il y a des débits d'exécution? Ah oui, même avant le discours à la nation, des engagements ont été pris et respectés. Par rapport à l'exécution? Ah oui. Aujourd'hui, on est dans les 60-70 milliards, ce qui est normal et correspond
au chiffre d'affaires Lassar, au volume financier qu'elle traite. Qui tourne autour de combien? De 600 milliards, entre 550 et 600 milliards. C'est le premier chiffre d'affaires de ce pays, si on accepte la Sonatel, qui consolide sur 5 filiales. Ce chiffre d'affaires est en hausse ou en baisse comparé à il y a quelques années, puisque Lassar avait connu une situation plus ou moins difficile. Il y a eu des changements avec votre avènement. Aujourd'hui, quand même, dans ce plan de relance et de restructuration, ce chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il a? Il est en termes de volume de production, il est en hausse. Mais en termes de volume financier, il est aussi sensiblement, parce qu'on est dans les fourchettes de l'année dernière, mais il est lié au prix du baril et au prix des produits à la pompe. Donc, mais sur les capacités de traitement et les volumes traités, évidemment, nous sommes en hausse et le chiffre d'affaires est aussi par rapport à cela, donc dans les mêmes proportions. Très bien. La Société africaine de raffinage qui se prépare dans cette perspective, en tout cas, de l'exploitation du pétrole au Sénégal, en attendant que Lassar continue quand même ses missions qui lui sont assignées depuis la mise en place de la société. Alors, nous parlons en tout cas de l'exploitation du pétrole, nous y restons. Vous avez évoqué tout de suite dans vos explications le contenu local qui fait partie des nouveautés dans le cadre évidemment mis en place par rapport à ces ressources futures que le Sénégal est en train d'attendre. Le contenu local, aujourd'hui, qu'est-ce qui est nouveau dedans? Et ce qui est nouveau, c'est d'abord, il faut s'en réjouir. Ça découle, mais vraiment ça découle, et ça c'est pour nos compatriotes, d'une volonté politique claire qui dit que le pétrole, l'État ne devra pas s'arrêter à recevoir des dollars sur les barils de pétrole qui sont vendus, parce que la valeur ajoutée n'est pas là-bas. La valeur ajoutée, elle est dans le contenu qu'on peut donner à l'industrie. Pour le Sénégal, cela devra être un outil de promotion de la PME-PMI dans des spécialisations et des professionnalisations dans des métiers à haute valeur ajoutée. Cela devra être un moyen pour relancer le tissu industriel. C'est une nouvelle vision, une nouvelle politique industrielle qui va se dessiner avec les centaines de milliers de métiers que la pétrochimie offre. C'est aussi un moyen pour nous de booster notre agriculture par la production d'intrants, d'engrais en particulier, et en lieu et place de l'acide phosphorique et de ce que nous importons aujourd'hui. Évidemment, produire des engrais à partir des ressources naturelles locales, à partir des unités de transformation nationale, évidemment, donc à des coûts importants, à des coûts bien plus bas, et donc qui permettent à notre agriculture de se booster. C'est ça la vision. Mais c'est aussi la formation, c'est les ressources humaines, c'est l'Institut national du pétrole et du gaz qui va former aux standards internationaux des cadres sénégalais qui vont travailler donc dans le secteur. C'est aussi exiger aux compagnies qui s'installent donc de pouvoir recruter des Sénégalais pour l'ensemble, la plupart des postes qui sont en jeu et les former le cas échéant si elles n'avaient pas les compétences. Mais c'est aussi définir la notion de société, de droit sénégalais et la notion de société à capitaux sénégalais. Pour que même les sous-traitants, parce que aussi, il faut qu'on sache qu'il y a beaucoup de métiers que nous ne connaissons pas encore, c'est un secteur nouveau, c'est comme le TR, nous avons besoin de transfert de technologie. Aujourd'hui, les grandes multinationales qui travaillent sur nos plateformes pétrolières, sur le secteur, et quand elles vont s'installer, ils devront s'associer à des Sénégalais et les compagnies sous-traitantes devront être des compagnies à capitaux sénégalais. Et ça, c'est, je pense que c'est fondamental de le dire. En parlant de capitaux sénégalais, quand même, ça vous permet de relancer un peu sur certaines exigences ou, disons, certaines invites du secteur privé sénégalais qui pensent que dans ce qu'on appelle le capital, il faudrait que, parce que quand le projet partait pour être adopté, il y avait des exigences ou bien des sollicitations du secteur privé qui disaient que par rapport en tout cas à la représentativité, il faudrait que le capital soit à plus de 50% représenté par des Sénégalais. Est-ce que cela a été respecté dans le document final? Cela est la vision du président d'abord, de dire quand on parle de société à capitaux sénégalais, on veut lui donner un contenu. Je pense que le décret d'application qui fixe le montant de cette notion de capitaux sénégalais, la limite n'est pas encore sortie. En tout cas, au moment où je vous parle, je n'en ai pas pris connaissance, mais il va arriver. Il est évident qu'il sera
dans des proportions qui font que les Sénégalais se retrouvent dans cela. Et il est évident aussi que si on fait le secteur privé national qui est partie intégrante, le Club des investisseurs du Sénégal, les différents patronats qu'il y a eu, ont été impliqués, ont discuté, et dans une grande vision de consultation et par une appropriation de la société civile, du secteur privé, des acteurs, je pense que oui, c'est une loi qui englobe. Évidemment, il y aura toujours des observations de part et d'autre, puisque sur un projet comme ça, il faut chercher quand même l'équilibre et l'efficience. Et donc, je pense que tout le monde va s'y retrouver. Et encore une fois, dans beaucoup de pays, cela est évolutif. Un pays comme le Brésil, même les appels d'offres de tous les marchés de sous-traitance sont gérés par ces sociétés-là, qui sont organisées en consortium. Et c'est à cela que j'invite aussi notre secteur privé, qui se doit d'être beaucoup plus proactif, qui se doit être beaucoup plus agressif, beaucoup plus inventif, et qui doit savoir et apprendre à s'organiser. Et je le disais tantôt, c'est la bonne idée que je salue du Club des investisseurs sénégalais. Parce que c'est pas en joignant les efforts et en étant ensemble, en sachant travailler en groupe, que l'on y arrivera, puisque 1% ou 5% d'une société de 1 milliard de capital est parfois plus intéressante que 100% d'une petite PME de 1 million qui peine à faire du travail. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau Serigne Mboup. Il est le directeur général de la Société africaine de raffinage, maire de la commune de Pire, et il est également cadre au niveau de l'Alliance pour la République, l'APR. Alors, Monsieur Mboup, Monsieur le directeur général, nous poursuivons toujours dans cette logique naturellement de la gestion du pétrole et du gaz, ces découvertes au Sénégal. Nous savons qu'il y a une nouvelle loi, l'avènement en tout cas d'une nouvelle loi par rapport en tout cas à l'exploitation de ces ressources. Vous l'avez évoqué à l'entame de vos explications, cette loi qui est passée à l'Assemblée nationale au moment où aujourd'hui il y a beaucoup de contrats qui ont été signés. Et je sais que cette loi en tout cas fait objet de beaucoup de restrictions par rapport à certains manquements qui ont été constatés, entre autres, mais également comment faire par rapport à des contrats qui ont été déjà signés, comparé en tout cas au dispositif de cette nouvelle loi. Comment ça va se passer? D'abord, il faut dire que cette loi ne vient pas pour corriger des manquements. Il n'y a pas eu de manquement, encore une fois, dans les contrats qui ont été signés. Moi-même, j'ai eu l'honneur, en 2004, d'en avoir signé un, d'avoir été DG de Petrosen au moment où cela se signait. Il n'y a pas eu de manquement du tout. La preuve, les contrats sont publiés. Les contrats sont publiés. Dès l'instant qu'ils sont publiés, il n'y a plus, sauf à les amener sur la place publique et à dire que ça ne marche pas. Il ne peut plus y avoir de débat sur ça. Ce qui s'est passé, c'est une évolution normale. Le code pétrolier, daté de 1998, remplaçant lui-même un ancien code de 86, et c'est en fonction de l'environnement, en fonction de la connaissance géologique qu'on a du bassin que l'on veut promouvoir, en fonction de l'industrie, en fonction des exigences du monde, que l'on adapte un code pétrolier à cet environnement. Au Sénégal, quand ce code pétrolier était adopté en 1998, il était déjà révolutionnaire par rapport à l'ancien, parce qu'il a permis aujourd'hui d'attirer ces compagnies qui font ces découvertes. Donc au moins il a atteint son objectif. Maintenant on s'est dit, on n'avait rien vu, on n'avait que des suppositions, plusieurs milliards de dollars ou centaines de millions de dollars ont été dépensés depuis, beaucoup sans résultat. On a des résultats maintenant, on a la certitude, 30 ans après, que notre bassin est évidemment a un réel potentiel, qu'il y a réellement l'existence d'une roche-mère, et il y a aussi d'autres facteurs qui sont là, et on se dit il faut maintenant adapter le code pétrolier en le renforçant davantage pour la préservation des intérêts du Sénégal, en étant un peu plus exigeant. Sur le plan environnemental d'abord, il y a de nouvelles normes aujourd'hui, il y a la COP 21 qui est passée, les différentes COP d'ailleurs, mais il y a la loi sur le code de l'environnement au Sénégal. Il nous manquait dans cette loi une réglementation des opérations pétrolières. On a vu aujourd'hui l'importance de la pêche dans notre pays, la cohabitation qui est crainte par les acteurs de la pêche par rapport aux activités pétrolières. Et tout ça, il fallait donc remettre tout ça à jour. Et il fallait aussi renforcer
les intérêts du Sénégal et aussi les capacités de la Société des pétroles du Sénégal, qui est le bras donc pétrolier d'application de la politique pétrolière de l'État et qui le représente dans ce secteur. Donc faire en sorte que maintenant qu'on a une découverte, maintenant qu'on va être un pays producteur, maintenant qu'on a un peu plus de ressources humaines, maintenant que la Petrosen est une société réellement avec des opportunités et des capacités de levée de fonds sur le marché international qu'elle n'avait pas du fait de l'absence de production dans le pays et d'actifs réels qu'elle aurait eu. Oui, on augmente les parts de l'État, donc portées par Petrosen dans les contrats. Oui, on restreint un peu plus les exigences sécuritaires, environnementales, etc., les engagements des compagnies. Nous sommes dans une dynamique de territorialisation des politiques publiques, d'inclusion sociale, où l'ensemble des Sénégalais, où qu'ils se trouvent, doivent voir le bénéfice des ressources. Et donc, oui, nous allons introduire des notions sur des fonds sociaux qui seraient destinés à ça, et donc un peu plus de responsabilité sociétale pour les entreprises. Et donc, c'est un peu ce qui est fait sur le code minier. C'est une vision globale de gestion des ressources naturelles et une vision globale qui cadre cela davantage avec les intérêts du pays, davantage avec les exigences des standards internationaux aujourd'hui, mais qui l'intègre aussi en y donnant un peu plus de responsabilité au peuple qui en est le dépositaire et le propriétaire depuis mars 2016. Donc c'est une vision globale qui se met en œuvre et je pense que ça devrait rassurer nos compatriotes que les résultats attendus des revenus pétroliers seront transparents et parviendront aux Sénégalais à tous les différents échelons, que ce soit par les recettes que l'État reçoit lui-même et dont il a défini le cadre de distribution, ou par nos PME, PMI, nos hommes d'affaires, nos acteurs, nos jeunes qui travaillent et qui vont donc relancer une nouvelle ère industrielle au Sénégal et nos agriculteurs qui auront aussi des intrants issus de cela. Alors, dans ce cadre-là d'une bonne gestion des revenus, il y en a quand même, et pas des moindres, des acteurs politiques tels que Cheikh Bamba Dièye, qui l'a comme souligné sur ce même plateau, qui dit qu'il est étonné qu'on parle des revenus sans que également qu'on fasse état des réserves. Parce que quand même, en matière d'exploitation de pétrole, autant les revenus sont importants, autant ce qui est disponible est important, mais également les réserves. Vous, en tant que technicien, par rapport aux réserves, pourquoi au niveau, par exemple, du nouveau code, on n'en parle pas tellement? Mais on ne peut pas parler, c'est encore une fois, c'est avec humilité que je le dis. On parle de ce qu'on ne sait pas. Quand vous venez vous signer un contrat pour dire « je vais faire un forage », dans le contrat qu'on vous signe, vous, compagnie qui allez forer, mais on ne peut pas vous parler des réserves d'eau qu'il y a en bas. C'est quand on a cherché et découvert qu'on voit. Donc, le code pétrolier est un outil qui définit le cadre, les obligations contractuelles, les obligations, les objectifs précis. Les objectifs, c'est Petrosen qui les fixe, de par ses connaissances géologiques, géophysiques, qui dit on fait ça. Et aussi les exigences en cas de découverte. Et en cas de découverte, on renégocie. C'est pourquoi on a renégocié avec les Mauritaniens, on renégocie avec les compagnies, on donne même une autorisation d'exploitation qui est assortie des grandes conditions qui étaient exigées dans le code pétrolier. Quand on va en exploration, on ne connaît pas les réserves. C'est pourquoi d'ailleurs, le partage des réserves, on fait un tableau par tranche. Si on produit tel temps de milliers de barils par jour, voilà ce qu'on fait. Si on produit plus de 100 000 barils par jour, voilà ce qu'on fait. Si on produit plus de 500 000 barils, je donne des chiffres comme ça, voilà ce qu'on fait. Parce qu'on ne sait pas les réserves. Donc on ne peut pas parler de réserves déjà dans le code pétrolier. On dit si les réserves sont telles et telles, et on fera cela. Et on a les réserves. Les réserves, c'est tout un métier déjà. Les réserves probables, les réserves récupérables, les réserves... mais vous comprenez. Et donc, franchement, maintenant, dès que, comme c'est pour Anaïm Tortue ou pour Sangoma, le pétrole est là, le gaz est là, on fait l'évaluation des réserves. C'est un autre métier. Alors, on fait l'évaluation des réserves et on le sait. Aujourd'hui, les réserves évaluées, vous avez entendu parler de 450 milliards de mètres cubes, ça vient d'où? Parce qu'on a évalué et on a dit c'est ça. Et donc, c'est pourquoi on dit on peut produire ça à un rythme de
tant de production par jour sur 30 ans. Et en ce moment, dans le code pétrolier, on avait déjà défini les conditions de partage de chacun et de répartition si les réserves étaient situées à tel ou tel niveau. Donc je pense que c'est des critiques, encore une fois, politiciennes. Franchement, je le dis, j'ai beaucoup d'affection pour Cheikh Bamba Dièye, qui est un cadre reconnu dans ce pays. Mais je pense que nous, les acteurs politiques, surtout ceux qui sont supposés être les leaders et être des cadres de C'est niveau, pourquoi quand ils le voilà, disent, parfois, on en tient compte quand même. Nous devons toujours donner la vraie information aux Sénégalais. Celui qui va sur le site de BP, sur le site de Cospetrogaz, sur le site de Petrosen, sur le site de Phare, ou qui regarde n'importe quelle documentation, a vu que les réserves sur lesquelles on s'est accordé, encore qu'elles sont évolutives. Quand vous produisez, il y a des phénomènes chimiques. Parfois, vous dites, j'ai produit 100 000 barils par jour, vous en produisez 1 an ou 6 mois, après, il se passe des choses. Là, on est 2300 mètres, 2700 mètres sous l'eau. Et on a des phénomènes complexes qui sont construits sur des millions d'années, parfois des milliards d'années. Vous comprenez? C'est pourquoi même l'accord avec la Mauritanie, on a dit on part sur 50-50. Et en fonction de la production, tous les 5 ans, on s'arrête. Et on regarde réellement ce qu'on a produit. C'est ce qui est signé avec la Mauritanie. Oui, on part sur 50-50 parce que d'abord, physiquement, quand on voit que la ressource, la réserve se met exactement au milieu. Mais au cours de la production, il se peut qu'il y ait 80% qui viennent d'un pays ou de l'autre, ou 10% d'un pays ou de l'autre. En ce moment, tous les 5 ans. Sur des chiffres réels et sur des faits, on évaluera et on dira, maintenant, on peut passer à tel ou tel, ou on reste sur les trucs. Donc, je pense que nous devons assurer les Sénégalais. L'important dans ce secteur, les contrats sont publiés. Donc, c'est lui qui pense qu'ils ne sont pas bons pour ce pays, qu'il aille sur un médium. Et c'est ce qu'on demande pour expliquer aux Sénégalais. Les contrats sont publiés et vous, à l'entente, vous avez bien précisé qu'il n'y a pas de manquement, quand en tout cas j'introduisais cela. Oui. Mais c'est en tenant compte quand même, quand je le dis, de certaines positions par rapport en tout cas à ces contrats, il faut des négociations et il faut de la ressource humaine pour négocier. Mais un ancien ministre en charge de l'énergie qui s'appelle Thierno Alassane Sall, quand il dit qu'au moment où il quittait le ministère, il n'y avait pas en tout cas d'assez techniciens capables de discuter en termes de contrat, en tout cas avec les grandes compagnies, quand il est dit. Est-ce que cela ne peut pas semer le doute dans l'esprit des uns et des autres? Je ne pense pas que M. Thierno Alassane, qui est un jeune frère, ait pu dire ça. C'est ce qu'il a dit sur ce plateau. Il l'a dit, il a très mal dit. Je demande s'il l'a dit. Même au niveau du Cospetrogaz, il a dit que quand il quittait, il n'y avait pas les compétences. S'il l'a dit, je lui demande de le retirer. D'abord, pourquoi? Parce qu'à Petrosen, moi qui vous parle, j'y suis depuis 30 ans. Le président Macky Sall et Ousmane Ndiaye, ingénieur des mines d'Alès, HEC Paris, MBA, HEC Paris, il est là-bas. Mamadou Faye est ingénieur de l'Institut du pétrole d'Algérie. Aloussé Nouane, ils sont une vingtaine d'ingénieurs. Tous ces gens-là participent tous d'un niveau intellectuel, de contrats. Je suis sûr, supérieur, en tout cas en termes académiques, à celui de M. Alassane Sall. Et la plupart, tous d'ailleurs, ont une expérience professionnelle supérieure à la sienne. Moi qui vous parle, je suis ingénieur, je suis MBA, j'ai travaillé pendant 25 ans dans ce secteur. Et tous ces Sénégalais, ceux qui sont décédés, ceux qui sont là, et donc ils ont, oui, la capacité. Et c'est grâce à leur travail aujourd'hui que tous qui ne connaissaient même pas... Mais une chose est qu'ils soient là, l'autre est qu'ils soient associés. Non, mais c'est eux qui dirigent et c'est eux qui négocient, en tout cas qui donnent tous les arguments. Il faut savoir que le code pétrolier prévoit deux choses. La première, le gouvernement peut. Et ça, c'est aussi parce qu'on parle d'une chose depuis 5 ans, je ne suis pas convaincu. Sincèrement et avec beaucoup d'humilité. Ce que je vois souvent parler à la télé ne se sont même pas donné l'effort intellectuel de prendre le code pétrolier et de le lire. Et je rappelle à Thierno Alassane Sall la conférence qu'il a tenue à l'école polytechnique de Thiès devant ses étudiants pour parler de ça. Je pense qu'il avait les éléments. Si lui, qui est arrivé, qui n'est pas du secteur, qui a été ministre dont ce n'est pas la mission de gérer des détails, peut en parler. Ceux dont c'est le métier depuis 30 ans ou 35 ans, on peut leur faire l'humilité. Et c'est une insulte à notre administration que je ne saurais cautionner. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que Petrosen peut directement négocier avec, quand une compagnie vient, elle passe par Petrosen ou par le gouvernement directement. Dans le cas de Petrotim, ce qui s'est passé, c'est par le gouvernement que c'est passé. Le gouvernement est venu à demander à Petrosen. Il peut arriver.
M. Alassane Sall pour recevoir une compagnie qui veut négocier, dit je vous envoie à Petrosen. Dit à Petrosen négocier avec ces compagnies. Petrosen négocie avec eux, lui ramène et il a autorité pour faire signer ce contrat. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Petrotim avec M. Karim Wade, qui était ministre d'État, Ibrahim Mbouch, directeur général. Et ça respecte la procédure. D'accord? Si c'est maintenant par Petrosen, Petrosen instruit, informe le ministre que telle société est là et demande à cette compagnie d'écrire au ministre qui lui renvoie. Petrosen négocie, prépare les documents et les soumet à l'approbation du ministre. Évidemment, dans la procédure, il y a 15 jours du ministère des Finances qui doit valider ce qu'on appelle les procédures comptables. Et une fois cela est fait, en ce moment, on décide de signer ou pas. C'est pourquoi je dis, maintenant à Petrosen, il n'y avait pas ce qui est nouveau dans le code pétrolier, ce qu'on appelle la commission d'évaluation. Ça n'a jamais existé. On a parlé de bonus de signature, ça n'a jamais existé dans le code. On l'avait enlevé en 1998 pour rendre le pays attractif. Mais dès l'instant qu'on a commencé, que les compagnies venaient, on leur a demandé de payer des bonus. Des Total et tous ces gens ont payé des bonus, et même bien avant eux. Donc je suis choqué qu'on dise qu'on a demandé à tout le oil de payer 3 millions. Oui, parce qu'il y avait de la compétition. Il y avait Petrotim, il y avait Tullow, il y avait d'autres même à l'époque. Et on a dit, OK, on demande un bonus de signature. Donc maintenant, dans le rapport de l'IGE dont tout le monde parle, certains auraient dit que oui, la commission d'évaluation que moi-même j'avais initiée, en tout cas quand j'étais DG, j'avais demandé au directeur de l'exploration, au conseiller en exploration et d'autres, on se réunissait chaque fois pour évaluer. Ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, on l'a institué dans le nouveau code pétrolier pour éviter. Donc, si ça vient du ministère et si le directeur général avec son directeur d'exploration, rendre au ministre des informations venant de l'évaluation de Petrosen, mais le ministre est en droit de dire c'est le DG de Petrosen qui signe ce contrat. Et donc, voilà ce qui s'est passé. C'est pourquoi on dit, ouais, c'est pas passé. C'est pas conforme à la réalité. Et c'est, si vous lisez bien le code pétrolier, vous verrez. Alors, aujourd'hui, pour revenir à cette histoire de ressources humaines, le Sénégal a les ressources humaines. Maintenant, il n'en a pas assez pour certains métiers. D'accord? On n'a pas des ressources humaines, on a besoin d'ingénieurs de développement. On a besoin des ingénieurs qui passent le temps dans les plateformes d'exploration. On a besoin d'ingénieurs réservoirs. On n'a pas aujourd'hui. Mais parce que Petrosen n'avait pas. Et donc, on vient d'avoir. C'est la raison pour laquelle nous avons envoyé des ingénieurs de Petrosen aller. Et surtout, le gouvernement du Sénégal a fait quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être Thierno Alassane Sall aurait dû le faire. En tout cas, Mansour Elimane Kane l'a fait. C'est faire appel à la diaspora sénégalaise. Aujourd'hui... Mais c'est lui qui devrait le faire ou le chef de l'État qui devrait le faire? Non, le chef de l'État ne le fait pas. C'est le ministre qui est nommé, qui est ministre, qui a besoin d'un conseil technique en communication. Il vous appelle, il a besoin de... Le ministre Mansour Elimane Kane, en tout cas, quand il est venu, et il a eu des sujets où vous avez... Total. Vous avez BP qui vient avec des plateformes de 30-40 milliards de dollars. On est dans des chiffres aujourd'hui estimés investissement dans les projets là à 30 milliards sur 3 phases. OK, de dollars. Vous avez les plus grands cabinets internationaux qui font de l'évaluation réservoir, qui font des études marketing. Qu'est-ce qu'on va faire du gaz, qu'est-ce qu'on va faire du pétrole, etc. Vous avez les plus grands cabinets du monde qui sont des cabinets fiscalistes et spécialistes des contrats. Le code pétrolier, le COS Pétrogaz a pour vocation celle-là. C'est de réunir l'ensemble des ressources des compétences nationales, mais de faire appel, c'est écrit, à toutes sortes d'expertises où que ce soit dans le monde. Oui. Le chef de l'État, pour terminer, le ministre plutôt, a demandé au chef de l'État et a eu l'autorisation de recruter. Et il a fait un appel à concurrence. Aujourd'hui, vous allez au ministère des mines du pétrole et des énergies, ancien ministère de M. Thierno Alassane Sall, vous avez des jeunes qui étaient chefs de projet Total, Polytechnique, Paris, qui ont laissé des salaires de dizaines de milliers d'euros pour rentrer. Et à qui le gouvernement a décidé de donner des salaires qui permettent. Des jeunes patriotes. Il y en a deux, il y en a d'autres qui arrivent. L'Institut national du pétrole et du gaz, appel d'offres international sur les Sénégalais de la diaspora. C'est un garçon de Schlumberger qui était directeur de la formation au niveau mondial, qui est venu, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qu'il aurait fallu faire, au lieu de rester. Le ministre, en tout cas, a la possibilité de choisir des techniciens, comme vous le dites, en tout cas par rapport à la ressource humaine, qui fait des propositions au chef de l'État. C'est une question budgétaire, parce que c'est peut-être des salaires hors... voilà, c'est des contrats spéciaux. Les contrats spéciaux sont instruits par la primature. Mais au moment de la signature des contrats, est-ce qu'on peut tenir compte
véritablement de son avis. Ça nous rappelle un peu ce choix sur de l'avis Total du ministre lui-même. Ah, mais le ministre doit le signer avant que ça n'arrive plus haut. Donc son avis est forcément... Sinon, il ne le signe pas. Très bien. Et là, il engage ses responsabilités. Ah oui. Très bien. Alors, dans ce cas précis, ça nous rappelle un peu sur le choix des sociétés, en tout cas, qui interviennent. Parce que parfois, j'entends de grandes compagnies, on nous parle de majors, il y a un certain vocabulaire quand même dans le secteur. Et quand nous regardons un peu ceux qui interviennent au Sénégal ou qui ont signé des contrats ici, on a parlé de Petro-Tim, Total et autres là, qui a fait tellement de débats. Sur quoi repose véritablement les choix des compagnies? Est-ce que c'est par rapport à leur capacité financière uniquement, leur envergure internationale, ou il y a des choix géostratégiques? Il y a plusieurs choses. Quand vous êtes comme on était au début des années 2000, en 1998, aucune compagnie dans le pays pour faire l'exploration. Et dans le pays où le bassin pétrolier n'est pas encore confirmé, il n'y a pas eu de découverte majeure, vous n'avez que les petites compagnies, qu'on appelle les indépendants dans notre jardin. Ouais. Ah, voilà, donc les petites compagnies qui viennent, qui font quelques dépenses, quelques millions de dollars, parce que c'est toujours des millions de dollars. Pour nous, c'est beaucoup d'argent, mais à l'échelle pétrole, c'est pas beaucoup. Et qui font l'acquisition de données, et qui font des études géologiques, géophysiques, géochimiques, qui font un certain nombre de choses et qui mettent en relief un potentiel. Quand ils font ça, si ça doit, c'est intéressant, ça doit aller à un autre niveau, où on va risquer peut-être 100, 200 millions de dollars, c'est beaucoup, ils vont voir une compagnie intermédiaire. Les Tullow et autres sont des grandes compagnies à plusieurs milliards, mais c'est des petites compagnies à l'échelle des majors mondiaux, ExxonMobil, Total, etc. Et donc, ce cas intermédiaire, est-ce que ça règle le problème, le débat qui est posé entre Petro-Tim... Oui, je vous explique comment ça marche. Oui. L'industrie, partout, voilà, ils prennent et ceux-là viennent prendre un peu plus de risques. C'est pourquoi on peut céder ses parts à tout moment. Voilà. D'accord? Et c'est partout pareil. Hein? Le Sénégal ne s'est pas réveillé à inventer les modèles là. C'est des modèles de contrat qui sont universels. Et après, chaque pays, en fonction de ses... Voilà. Et ces compagnies viennent, ils rentrent, ils mettent un peu plus d'argent. La petite compagnie qui avait investi 2, 3, 4, 5, 10 millions de dollars, peut-être ne peut pas risquer 200 millions de dollars. Celle qui vient dit, OK, je prends des parts et je me charge, en général, c'est comme ça, en général. Je me charge moi de te porter. Tu avais 60%, par exemple, tu me donnes 40%. Et je finance pour toi, non seulement ce que tu devais financer dans l'avenir, mais je finance en entier. Donc, celui qui avait 100%, 60% d'un projet où il n'y avait rien, aujourd'hui a mis peut-être 10 millions de dollars, et à quelqu'un qui est venu dire je vais investir 300 millions de dollars. Mais ces 60% sont devenus 20%. Mais 20% de potentiel de 300 millions de dollars, c'est pas pareil. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi on ne paye pas. Et ça, si vous ne comprenez pas le métier, vous ne pouvez pas le savoir. Et c'est pourquoi on a parlé de fiscalité, on s'est rendu tous compte que ce n'était pas comme ça, parce que ceux qui en parlaient ne savaient pas. Ah oui, quand on dit que l'État a perdu quelques 90 milliards... Mais on perd des milliards sur quoi? D'abord... il n'y a pas d'impôt, c'est pas imposé? Il n'y a pas d'impôt. Je ne veux pas reprendre le débat. Ils le savent. Je pense que maintenant qu'ils ont lu le code, ils comprennent. Et je salue d'ailleurs la participation de certains de leurs membres, en tout cas à des forums où on était en train de réfléchir sur le nouveau code pétrolier. Ils ont donné des contributions positives, comme des cadres sénégalais. Et c'est moi ça que j'attends. Au début, il y a eu beaucoup de passion, mais les gens parlent moins. D'ailleurs, vous n'entendez plus jamais personne de crédible vous dire on devait les impôts, parce que maintenant, on sait que ce n'est pas possible. Voilà, à ce niveau-là. Maintenant, on va y aller. Là, on va produire, là, on va taxer. D'accord? Et donc, c'est pourquoi les petites compagnies viennent et on donne aux grands. Ça, c'est dans les pays où il n'y a pas de potentiel. Le Sénégal, aujourd'hui, a prouvé qu'il avait du potentiel. Et quand tu as du potentiel, tu peux dire, ah non, moi, je passe directement aux grandes compagnies. Et c'est comme ça que les grandes compagnies... Et le fait que BP soit là, le fait que Cosmos soit là, le fait que ExxonMobil, que les Chinois, que Shell, que Total, que ces majors-là, qu'on entendait seulement au Nigeria, en Angola, en Arabie Saoudite, au Koweït, viennent au Sénégal, montrent l'existence réelle d'un potentiel pétrolier. Et avec ces compagnies-là, évidemment, on va beaucoup plus vite. Et ce qu'il ne dit pas, c'est que Total, ce qu'on faisait, ce que nous attendions dans le permis, y compris le ministre, que l'on fasse en 3 ans, Total l'a fait en 1 année. Total a fait 10 000 km² d'acquisition sismique de données en mer
l'histoire du Sénégal, depuis que Petrosen existe, l'ensemble des données, nous avions 26 000 km², 26 000 km² de données saisies. Total en a fait 10 000 en une seule période. Et Total est en train de forer. C'est-à-dire qu'il aurait fallu 3 ans pour faire ça, c'était fait avant. Et ils ont payé un bonus de signature jamais payé ici. Et après, ils ont fait des offres qui correspondaient mieux. Et pourquoi, encore une fois, ce n'est pas la question de l'argent que l'on met. L'exploration ne recherche jamais l'argent qu'on peut payer, bonus, machin. L'exploration recherche la possibilité d'avoir davantage de connaissances géologiques. Et donc, connaissances scientifiques en général et de découverte. Et Total, et ça, il ne le dit pas, ou il ne le sait pas, parce qu'aussi, il faut bien comprendre, Total ne visait pas que ce qu'on appelle l'offshore profond. Il y a l'offshore, il y a l'offshore jusqu'à 200 mètres, on dit l'offshore, l'offshore profond à partir de là, et ce qu'on appelle maintenant les nouveaux horizons, l'offshore très profond ou l'ultra deep. Et ça, on est à plus de 3000, 5000 mètres sous l'eau. Le Sénégal, dans son ensemble, dans tout le bassin, n'a jamais été là-bas. Et l'étude de l'offre de Total inclut un balisage de l'ensemble de l'ultra deep sénégalais. C'est-à-dire on a vu à 2300, 2700, on n'est jamais allé à 3000 ou au-delà. Total a dit, je vais vous scanner tout ça. Et après, dans son offre, outre le bloc qu'ils gèrent, ils font ça. Donc c'est 2 offres en une. Et quand vous avez ça, et quand vous parlez aux Sénégalais, vous devez leur dire la vérité. Et ça, c'est impensable que l'État du Sénégal ne choisisse pas cette option. Parce que nous avons aujourd'hui donc cette possibilité. Et vous avez vu, l'État du Sénégal a mis de nouveaux blocs sur le marché, que les compagnies vont s'arracher. Et Total avait le choix, après avoir scanné tout ce ultra deep, de choisir. Le Petrosen le découpe en blocs et Total a la priorité sur un bloc. Évidemment, Total a fait ses centaines de millions de dollars à ses frais. D'accord? Et Total a la priorité pour dire, moi, je peux compétir sur ce bloc. Et l'ensemble des autres blocs vont être mis sur le marché par appel d'offres avec la nouvelle procédure qui est sur le code pétrolier. Et donc, c'est ça. Et aussi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Quand vous êtes dans un gouvernement, dans notre République, c'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Vous avez vos fonctions, vous les exécutez, vous n'avez pas à vous partez, c'est comme ça. Hein. Le chef de l'État qui est aujourd'hui, qui s'apprête à aller en campagne électorale à partir de ce dimanche, avec évidemment vous, ses collaborateurs au sein de l'Alliance pour la République, j'ai envie de dire de la coalition Benno Bokk Yakaar. La grande coalition présidentielle. Voilà. Et dans ce contexte, véritablement, quand vous regardez en face, aujourd'hui, il y a des jeux d'alliance, c'est vrai que cette grande coalition, mais en face, il y a que l'opposition s'organise de plus en plus. Et j'ai envie de dire que cette opposition, où les 5 candidats aujourd'hui qui ont été retenus à l'issue du parrainage ont bénéficié un peu de ce système de parrainage. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un effet boomerang? En voulant réduire, finalement, on crée les conditions, en tout cas pour l'opposition, de se retrouver en grande coalition pour faire face aux candidats sortants. Il n'y a pas de risque à ce niveau, vous pensez? Non, il n'y a pas de risque. Il y a surtout une vision extraordinaire. Nous le disions, nous, ça. Je dis, ça va, on l'a dit sur vos plateaux, ça va permettre de regrouper les Sénégalais autour de quelques candidats. Nous l'avons dit, nous l'avons souhaité. Ça va nous apporter... Un regroupement qui pourrait garder l'opposition. Mais bien sûr, nous voulions qu'elle... Et minimiser vos chances. Mais d'abord, nous voulions qu'ils se regroupent. Nous voulions que la fonction présidentielle soit crédibilisée. Mais au nom de quoi n'importe quel Sénégalais, franchement, avec toute humilité encore une fois, vous et moi, il n'y a que vous et moi qui n'avons pas dit nous voulons être président. mais on est où? Vous vous réveillez d'un bon matin et vous dites oui, je vais être président de la République. Oui, on en a le droit, la Constitution le permet. Oui, on en a le droit, l'ambition légitime de chacun. On accuse le chef de l'État dans cette situation d'avoir, lors des législatives, participé à l'émergence de nouveaux mots. On ne peut pas l'accuser et lui dire en même temps vous avez les conditions de restriction et de regroupement. Lui, il est constant. Il a dit, je veux consolider notre démocratie. Il a dit dans le référendum, encore une fois, tout ça c'est dans le référendum. Dans le référendum, on n'a pas lu les 15 points. Nous voulons réorganiser notre espace politique. Nous voulons rationaliser nos partis politiques. Nous voulons moderniser nos partis politiques. Eh bien, je vais vous dire... Mais là, pourquoi ne pas commencer par le statut de l'opposition? Parce que ça, quand même, ça a sauté et ça paraissait... Parce que l'opposition... On l'aurait défini, peut-être, on n'aurait même pas besoin de parrainage. On les a invités pour définir. Non. On aurait besoin toujours de parrainage.
Le statut de l'opposition n'exige pas qu'on ne doive pas parrainer. Mais les invitations ont été faites à plusieurs reprises, ils ne sont pas venus. Mais pour rester dans la cohérence et dans le souhait, c'est le chef de l'État qui a dit il y a trop de candidats. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on recrédibilise notre démocratie et qu'on la renforce et qu'on la stabilise. En faisant quoi? En faisant... Le président Senghor, on est revenu au président Senghor qui avait dit 4 pôles. OK? Et d'accord? Il faut que les Sénégalais puissent librement choisir parmi une centaine, parmi 14 millions, ce qu'ils considèrent qu'ils ont la légitimité ou l'espoir de pouvoir incarner le pays. Cela a été fait. Et je ne veux pas revenir sur le parrainage où on a dit n'importe quoi. Mais regardez, ceux qui ont participé aux élections législatives et qui étaient dans le parrainage et qui n'ont même pas pu être députés au plus fort reste. Comment voulez-vous, un an après, qu'ils puissent mobiliser? Donc, ceux-là sont d'office et automatiquement éliminés, ils le savent. Parce que je n'ai pas pensé que si on n'a pas été capable d'être même plus fort reste dans une élection un an avant, qu'il soit possible après de mobiliser 0,8 à 1% de l'électorat, c'est-à-dire presque 62 000 électeurs. Donc, ceux-là sont éliminés. Les autres qui sont venus, mais vous croyez que la population... On a vu quand même, pour ceux qui parlent des médias, le président Youssou Ndour, qui est une star planétaire, qui est connu, qui a un groupe de presse extraordinaire, qui est important dans ce pays. Mais il a eu des difficultés pour avoir 8000 parrains. Vous croyez que quelques années après, c'est parce qu'on est dans les médias, c'est parce qu'on est célèbre, on peut... Donc, il faut qu'on soit sûr de ce que l'on dit. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Les autres, ils n'ont jamais fait de politique. Ils ont été ministres ou premiers ministres. Tout le monde sait que par accident, dans ce pays, il est possible qu'on se réveille et qu'on soit un ministre. Mais la politique, c'est autre chose. Il est impossible... Vous faites allusion à qui? Non, à tout. À Abdoul Mbaye? Non, je fais allusion. C'est tous vraiment des gens... Al-Sansal, qui étaient des vôtres? Non, mais des personnes avec qui j'ai les meilleures relations humaines, moi je ne parle pas de personne. J'ai fait une analyse politique. Eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent. Et ils sont partis trop tard, ils sont nouveaux sur le secteur. Parmi ces gens-là, il se trouve qu'il y en a aujourd'hui qui rejoignent, disons, le camp de Benno Bokk Yakaar. Je pense à Aïssata Tall Sall. Donc on parle de transhumance. Est-ce que c'est moral, finalement, en tout cas? Mais c'est très moral. Vous savez ce qui est moral, ce qui est amoral, c'est de dire, si vous allez avec Cheikh Bamba Faye, vous êtes un bon citoyen. Si vous allez avec Serigne Mboup, vous êtes un pourri. Mais quelqu'un qui a tenté de vous combattre votre régime, je dois... Mais tout le monde a combattu. Tout le monde a combattu. Relisez les déclarations de M. Sonko. Relisez les déclarations de M. Abdoul Mbaye sur le président Macky Sall. Relisez les déclarations du président Idriss Seck sur Abdoulaye Wade. Relisez les déclarations de... Je parle de cela parce que c'est les noms qui nous viennent. Je veux dire, ça c'est le jeu politique. À un moment donné, on a pu dire ceci ou cela. Mais aujourd'hui, c'est quoi le problème? À partir de maintenant, il n'y a plus de président de la République. Il y a un président sortant, dont le mandat se termine. Le 24 février, personne ne sait qui sera président. Donc, il y a 5 Sénégalais qui vont concourir. Vous êtes acteur, vous regardez les 5, vous dites, personne ne m'intéresse, ou bien je vais choisir un. Il n'y a pas de transhumance qu'on peut dire aujourd'hui, parce que personne ne sait qui va aller. Il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, la transhumance, c'était quand on voulait, le gars, il a le pouvoir, je suis avec lui. À moins que l'opposition, parfois réalistes, parce qu'ils sont capables d'être parfois réalistes, se rendent compte qu'ils ont déjà perdu le combat. Je ne vois pas comment on peut dire à ceux qui vont soutenir le candidat Macky Sall que c'est des transhumants. Donc, le combat n'est pas encore fait. Il y a 5 Sénégalais, il y a 16 millions de Sénégalais, 14 millions de Sénégalais et 6 millions d'électeurs, et chacun s'est dit, ou je croise les bras, ou je choisis un des 5. Et donc, on est tous sur la même ligne de départ. Ma sœur Aïssata Tall Sall, que j'aime beaucoup, a bien fait de venir, parce que je crois, très sincèrement, que des 5 candidats, notre candidat est celui qui a le plus d'expérience de l'État. Personne, avant qu'il ne soit président, lui, en 2012, personne de ces 4 n'a occupé les fonctions qu'il a occupées. Même Idriss Seck? Même Idriss Seck. Qui a été Premier ministre. Il n'a jamais été président de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été ministre de l'Intérieur. Il n'a jamais été ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Hydraulique, de l'Équipement et des Transports, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre des collectivités locales. Personne n'a ce profil. Et donc c'est ça la vérité. Avant, en 2012, même si on remettait en 2012, il a plus d'expérience d'État que. Deuxième chose, aujourd'hui, nous avons 7 ans
avec un bilan. Que personne. Alors là, on peut être nihiliste. Personne. Moi-même, je vous dis... Des points positifs comme des manquements aussi sûr, dans ce bilan. Il faut tenir compte de ça. Ce sera une balance. Œuvre humaine, jamais parfaite. Des objectifs non atteints, des objectifs non atteints sur certains secteurs, des réussites totales, des difficultés, des promesses non respectées des aussi, promesses non tenues non encore, respectées. Mais pas non, vous savez. Moi, je préfère. La question du mandat. Non, la question du mandat pour moi est une promesse respectée. Et la question du mandat, quand vous dites... Le nombre de ministres. Non, mais ça, quand vous dites je construis une route, vous allez voir l'ARMP qui organise... Quand vous allez à l'ARMP, vous dites avec le budget ou telle chose, ça ne peut pas se faire. La question du mandat, il a consulté le Conseil constitutionnel, peuvent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils le critiquent aujourd'hui. Ce Conseil était ce qui, en 2011, avec nous tous, disait ce qu'ils ont dit, c'est comme ça. Et donc, ça, c'est la politique. D'accord? Et il a fait. Bon, mais ce qui importe pour les Sénégalais, c'est quoi? Il n'y a jamais eu autant d'inclusion sociale dans ce pays. Allez dans n'importe quelle partie de ce pays, les bourses sociales qui ont fait sortir des personnes anonymes, inconnues au bataillon, à l'État, face à l'État. Allez dans l'équité aujourd'hui. L'équité, les populations ont l'impression, le sentiment d'appartenance. Très bien, j'accepte votre optimisme. C'est ça. Et quand même, comment vous... Non, mais je disais simplement que sur les 5 candidats, c'est celui qui connaît le plus l'État. Sur les 5 candidats, c'est le seul qui ne travaillera pas pour se faire réélire en 2024. Très bien, mais non, c'est important, c'est des faits. D'accord. Voilà, cet optimisme, quand même, ne peut pas cacher une certaine psychose de violence ou d'incertitude par rapport à l'élection présidentielle. Et je disais à l'entame que vous êtes le maire de Pire, une ville religieuse. Nous avons vu que les religieux, à l'unanimité, quand même, font des appels à la retenue, à la paix. Cette psychose, en tout cas, qui s'empare de la population. Non, cette psychose, moi je dis toujours à mes amis, elle est naturelle. Elle est naturelle, malheureusement. Et d'ailleurs, dans nos échanges, avant d'entrer dans ce sujet, je vous disais, c'est quand même positif, parce qu'on discute ici, mais on est tous des frères. Moi, si je vois les gens de Réumi, ce sont mes amis. Il n'y a pas de risque. Si je vois les amis du PDS, ce sont mes amis. Si je vois la coalition de mon frère Madiké, je n'ai que des amis là-bas. Et c'est pareil pour tout le monde. Si demain il y a un événement, même en pleine campagne, malheureux, c'est un de ces candidats, c'est tous les candidats qui vont. Et donc, ça, c'est notre Sénégal, c'est notre démocratie. C'est aussi un des socles et des valeurs que nous avons, que nous devons préserver. Vous êtes là, vous nous permettez de dialoguer, de discuter, mais nous sommes lucides et capables de rationalité. Et savons qu'il y a des limites que personne ne déposera. Moi, je vais vous dire, sincèrement, il y aura peut-être quelques incidents ici ou là, mais le 24 février, à 18h, quand les représentants des bureaux de vote. Parce qu'il faut rappeler aux Sénégalais, dans chaque bureau de vote, les 100 candidats ont un représentant. Personne ne vote sans qu'ils vous identifient sur le listing qu'ils ont. Et en général, dans les bureaux de vote, d'ailleurs, c'est la grande camaraderie qui est là-bas. Quand les résultats sont sortis et qu'on est compté, qu'on vous ait donné votre bulletin, le mien, et que chacun appelle son QG, et qu'il retourne parfois avec 70% de victoire, l'autre parce qu'il est battu, et qui sait qu'il est battu, ce garçon-là, personne ne l'amènera combattre parce qu'il a été acteur. Et c'est le cas sur l'ensemble des bureaux de vote. C'est notre processus électoral qui interdit ça. Et quand à 18h, vos antennes commenceront à dire bureau numéro 5, Macky Sall 50, l'autre 0, l'autre 2, l'autre 3, vous verrez qu'il n'y aura rien du tout. Parce que personne ne croira qu'on va traficoter ces élections. La vérité, et je rends hommage à toute la classe politique et à tous ceux qui ont contribué pour qu'on ait un système électoral aussi fiable. Moi, je ne suis pas de ceux qui flageolent notre pays à tout moment. La fiabilité, en nous comparant... vous êtes ingénieur, informaticien, un autre ingénieur en informatique aussi a dit que le système n'est pas... Bon, on n'aura pas... Issa Sall qui est candidat aujourd'hui. Oui, Issa Sall que j'aime beaucoup. Et il peut dire ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas audité le fichier. Oui. Je constate que ce fichier, en 2000, a fait l'alternance. L'ensemble des acteurs ici, la majorité en sont ici, ils en étaient très contents. Il a fait des élections en 2001, 2007, etc. 2002 déjà, 2007, jusqu'à présent. En 2012, 2007, il a fait réélire le président Ouattara. 2012, le président Macky Sall. Bon, à la DAF, encore une fois, je reviens à l'humilité. À la DAF, vous avez le commissaire Idrissa Diallo, qui est de la génération de la mienne et de mon ami Issa et de Sambou. Qui est à la retraite et qui est toujours maintenu. Oui, mais qui a une kyrielle d'ingénieurs sous ses ordres, qui sont patriotes, qui sont compétents, qui sont bien formés,
Et vous savez, moi, mon fils aujourd'hui est plus fort que moi. Nous devons avoir l'humilité. Donc, ce n'est pas parce qu'on est ceci ou cela qu'on peut jeter le pauvre sur les autres. Moi, je considère que sur tous les niveaux de l'administration, il y a des Sénégalais patriotes qui ont choisi de nous servir, de servir l'État, souvent dans des difficultés, bien que depuis 2012, avec les sphères ministérielles, avec le budget administratif, avec tout ce qui se fait, avec les postes de gendarmerie, l'administration sénégalaise est devenue autre chose aujourd'hui. Ils sont dans des conditions bien meilleures que même les sociétés privées. Allez à Diamniadio voir, aller au building voir, aller chez moi, la gendarmerie de Tivaouane qui est un modèle. Et l'annonce faite par le chef de l'État, déjà de leur permettre de quitter les logements de fonction et qui a fait qu'aujourd'hui la haute administration a les moyens donc, de se payer une maison, je dis des choses qui sont vraies et qui aujourd'hui va aller vers un système de carte-plan pour que l'État n'achète plus des voitures à tour de bras, mais que tous les fonctionnaires, sauf évidemment certains services, qui auront droit à un véhicule, comme vous à RDV, comme moi à la SAR, que l'État leur achète une voiture pour qu'ils aient du patrimoine. Si vous y rajoutez la décision qui a été prise de rendre gratuite le fait qu'on titrise tous les baux et tous les permis d'occuper, vous vous rendrez compte que la valorisation de la personne, la constitution de patrimoine et la volonté de mettre le citoyen au centre de tout est une réalité qui font que, je vous dis, notre candidat est le plus compétent, il a un bilan et il ne compétira pour 2024, il va se consacrer exclusivement nous verrons bien au soir du 24 de la Constitution de ce pays. Nous sommes là, nous observons. Le temps qui nous était imparti est terminé. Reste qu'à vous remercier d'avoir effectué le déplacement. Serigne Mboup, directeur général de la SAR. Nous n'avons même pas eu le temps de parler de Pire, votre commune quand même. Mais ce sera une prochaine fois. 2019. Oui, en 2019. Donc, nous vous remercions et vous souhaitons en tout cas plein succès dans vos entreprises, surtout au niveau de la Société africaine de raffinage qui quand même fait partie des fleurons de ce pays. Merci donc d'avoir effectué ce déplacement. Merci beaucoup. Et je remercie toute l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cet entretien et tous les Sénégalais qui nous ont suivis ici et ailleurs. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain. Nous serons en pleine campagne électorale, Inch'Allah. Merci beaucoup.